Bonjour à tout le monde. Alors, dans le cours précédent, nous avons vu un exemple d'expérience aléatoire qui revenait souvent dans la vie courante. C'était le cas justement d'un temps d'attente ou bien d'un tirage d'un nombre aléatoire dans un intervalle. Alors, néanmoins, toutes les situations de la vie courante ne se résument pas à une loi uniforme et même, je dirais même plus que dans la vie courante, vous avez beaucoup de phénomènes aléatoires qui ont des distributions plutôt symétriques. Je vous donne un exemple concret. Si par exemple on regarde la taille des femmes, là vous voyez on a fait des statistiques dans un échantillon de 400 femmes, on a regroupé les résultats par le biais de cet histogramme. Eh bien, vous avez finalement une sorte d'histogramme qui a une allure un peu particulière, qui a déjà une certaine symétrie autour de cette valeur particulière. Alors, on peut se douter que cette valeur particulière, c'est finalement la valeur moyenne, la taille moyenne des femmes. Et donc, vous voyez, on a une distribution un peu particulière parce que finalement, j'ai un grand nombre de femmes qui tournent autour de la valeur moyenne. Et puis, quand je m'éloigne un petit peu de la valeur moyenne, eh bien, j'ai un peu moins de femmes. Et puis, plus je vais m'éloigner de ma valeur moyenne, moins je vais avoir de femmes, d'accord? Au point de retrouver des cas extrêmes où on a des femmes assez petites, hein, 1,5 m, et des femmes très, 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 très grandes, d'accord? Et ça, cette situation, dans la vie courante, on la retrouve souvent. C'est-à-dire qu'on a finalement un grand nombre de gens qui sont dans la moyenne. Et après, plus on s'écarte de la moyenne, moins on a de gens et ça diminue, 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 etc. Voilà. Donc vous avez un deuxième exemple avec la taille des hommes, pareil. Alors là, c'est un peu moins représentatif, mais on peut imaginer que la taille moyenne, elle est autour de entre 1,65 m et 1,85 m parce que c'est à peu près là qu'on observe une certaine symétrie, même si c'est pas encore très net. Mais on se rend bien compte que plus on va s'éloigner de la valeur moyenne, moins on va avoir d'hommes qui vont avoir une taille inférieure à cette taille moyenne ou supérieure à cette taille moyenne. D'accord? Là encore, vous avez un troisième exemple avec l'étude de la capacité de mémoire d'adultes atteints d'une maladie neurologique. Chaque individu dit 30 mots et doit ensuite en réciter le plus possible. On interroge les patients atteints de la maladie et la variable X qu'on définit ici, c'est le nombre de mots retenus. Eh bien, comme vous pouvez voir par le biais de ce graphique, on se rend compte qu'on a un grand nombre de personnes qui ont retenu 8 mots. Donc, on peut imaginer que finalement, le nombre moyen de mots retenus va tourner autour de 8. Et puis après, on a toujours un fort effectif de personnes qui ont retenu 7 ou 9 mots. Et puis après, vous voyez, plus on va aller s'écarter de cette valeur moyenne, plus les effectifs vont diminuer. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a une sorte de symétrie et puis on a une certaine allure là quand même. Si vous regardez le haut des bâtons, en fait, on retrouve à chaque fois une caractéristique un peu particulière. On remarque que ces histogrammes ont une forme de cloche ici. Hop, voilà. Alors, un autre histogramme que vous avez bien étudié les années précédentes, c'est justement l'histogramme qui permet de représenter un, la loi de probabilité d'une variable aléatoire qui suit un schéma de Bernoulli. Alors, vous avez deux exemples ici. Ici, on a représenté un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 50 et p égale 0,6. Donc je rappelle, hein, c'est quoi le schéma de Bernoulli? C'est le fait de répéter 50 fois la même épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire succès ou échec, et la proba du succès, c'est 0,6. D'accord? Donc clairement, vous avez répété 50 fois, et x, la variable aléatoire qui suit la loi binomiale, elle compte le nombre de succès dans le schéma de Bernoulli.
Donc ce nombre de succès, comme vous avez 50 répétitions, il vaut au minimum 0, et puis il vaut au maximum 50. Mais bien évidemment, comme finalement la probabilité du succès, elle est de 0,6, bah, à chaque essai, vous avez une proba 0,6 que le succès se produise. Donc, rappelez-vous, l'espérance de cette variable aléatoire, le nombre de succès moyens, c'est quoi? Bah, c'est 50 fois 0,6, c'est-à-dire 30. Et donc, on retrouve bien ici notre histogramme qui tourne, qui est plutôt symétrique par rapport à cette valeur moyenne, cette espérance, ce 30. Et puis, plus on s'écarte de la moyenne, plus, vous voyez, les probabilités diminuent. D'accord? Alors, c'est très bien. Le seul problème du schéma de Bernoulli, c'est qu'il permet de représenter une situation discrète, c'est-à-dire des variables aléatoires qui prennent un nombre fini de valeurs. Notre seul problème, c'est que nous, ce qu'on aimerait représenter, c'est des situations continues où on va retrouver exactement cette même allure de cloche ici. Et donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quelle fonction de densité on pourrait trouver de sorte à ce que finalement ça approche parfaitement notre histogramme. Alors je vais passer sous GeoGebra. On va faire quelques petites observations. Alors déjà, vous remarquez que là, vous voyez, je représente une loi binomiale. Alors, lorsque je fais varier n, c'est-à-dire le nombre de répétitions dans mon schéma de Bernoulli, et p la probabilité du succès. Je vais déjà commencer par faire varier n. Et remarquons déjà la première chose, c'est que quand n est petit, bon, je ne retrouve pas cette allure, cette belle allure de cloche, comme précédemment. Donc déjà, la première remarque qu'on va faire, c'est que si n est petit, on ne va pas pouvoir approcher correctement notre histogramme. Il va falloir commencer à prendre des valeurs de n assez grandes, de sorte à retrouver notre cloche. Là, ça y est, elle commence à apparaître. Vous voyez, on a une belle forme de cloche qui apparaît. Voilà. Donc, vous voyez, hop, j'augmente les valeurs de n. On voit bien, alors forcément, il va falloir que j'augmente un petit peu l'échelle parce qu'au fur et à mesure, on va rien voir. Voilà, donc on voit bien qu'on a une allure de cloche. Okay, alors, si je dézoome un petit peu tout ça, que je rezoome un peu là, si je fais varier n, regardez ce qui se passe sur la cloche. On retrouve à chaque fois une belle allure de cloche. Le seul souci, c'est qu'on a tendance à voir que la cloche, elle se déplace vers la droite. Donc ça va être un peu problématique, vous allez voir, quand on va vouloir chercher une fonction qui épouse parfaitement bien cet histogramme, eh bien, il va falloir qu'on trouve un moyen de pallier à ce problème de la cloche qui bouge pendant que n varie, d'accord? Ça, c'est un premier problème qu'on va rencontrer. Je rediminue à nouveau n. Regardez juste ce qu'on observe pour p. Alors, je vais prendre un p qui vaut totalement 0. Là, c'est un peu la même remarque que précédemment. Vous avez une probabilité de succès qui vaut 0, c'est-à-dire que forcément, vous avez sur 186 répétitions, vu que la probabilité du succès c'est 0, vous avez 186 échecs. Donc là, ici, vous avez une proba 1 d'avoir 0 succès et proba 0 d'avoir plus de 1 succès. Donc c'est normal qu'on retrouve juste un bâton. Donc là, naturellement, encore une fois, si P est trop petit, on ne va pas retrouver notre forme de cloche. Regardez, là, c'est pareil, P vaut 0,1. On ne retrouve pas parfaitement notre forme de cloche. Hein. Regardez, hop, c'est pas génial, hein. Il n'y a pas une réelle symétrie. Par contre, plus P va grandir, plus on va retrouver cette forme de cloche. Donc, ce qui va nous intéresser, là, ici, c'est qu'on va prendre un P suffisamment grand et un N suffisamment grand, de sorte à avoir un histogramme qu'on va essayer d'approcher. Okay. Alors, on l'a vu, je vais prendre un exemple très simple avec des valeurs simples. Je vais prendre un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 200 et
P, on va prendre 0,25, c'est-à-dire une chance sur 4 d'avoir un succès, 0,25. Bon. Qu'est-ce qu'on remarque? Sur mes 200 essais, à chaque fois, j'ai une chance sur 4 d'avoir un succès. Donc globalement, en moyenne, je vais avoir 200 succès divisé par 4, c'est-à-dire 50 succès. En moyenne, je vais avoir 50 succès sur mon expérience aléatoire. Regardez ce qui se passe pour mon histogramme, c'est exactement ce qui se passe. La probabilité d'avoir 50 succès, eh bien, c'est bien la probabilité la plus forte. Okay. Et puis après, plus je m'éloigne finalement de mon espérance, de ma valeur moyenne, les probabilités diminuent petit à petit, d'accord, jusqu'au point d'arriver aux extrémités où finalement, si vous avez une chance sur 4 d'avoir un succès, vous avez quand même très peu de chances de vous retrouver avec seulement, là je prends l'exemple ici, avec seulement 32 succès. Et de même, vous avez quand même très peu de chances de vous retrouver par exemple avec 65 succès. Ça serait vraiment un gros coup de chance. Bon. Donc ça, ce phénomène-là, on le retrouve dans énormément d'expériences aléatoires, à tellement que cette expérience aléatoire va être représentée par une variable aléatoire qui va suivre ce qu'on appelle une loi normale. Alors normale, pourquoi? Parce que justement, on retrouve cette distribution dans énormément de cas. Une distribution qui tourne autour de la valeur moyenne, et plus on s'éloigne de la valeur moyenne, moins on a de gens qui respectent, enfin voilà, moins on a d'observations loin de la moyenne. Voilà. Bon, donc voici la situation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la loi binomiale qui est représentée ici, elle permet de faire des probabilités discrètes. C'est-à-dire que là, à partir de cet histogramme, vous pouvez donner par exemple la probabilité que le nombre de succès soit égal à 45. Bon, vous voyez, c'est l'aire de ce petit bâton ici. Ce sont des bâtons de longueur 1, donc il n'y a pas de souci, c'est bien 1 fois la longueur, ça me donne bien la probabilité. Bon. Le seul problème, c'est que dans le cas continu, c'est-à-dire dans le cas où cet histogramme va représenter plutôt des tailles de femmes, par exemple, eh bien, on est embêté parce que la taille, c'est un nombre réel, c'est un nombre qui vaut pas exactement 50. Bon, là, c'est pas du tout, là, ça représente pas des tailles, mais je veux dire, une taille, c'est un nombre réel quelconque. Il n'y a pas de raison que notre valeur soit exactement égale à 50, à 49, à 51, etc., etc. Notre taille peut valoir, si je bascule sur les tailles, je peux avoir une taille qui vaut 153 cm, 153,5 cm, etc., etc. Donc l'idée, ça va être de basculer de ce modèle discret à un modèle continu. Et donc, vous l'avez compris, il va nous falloir transformer cet histogramme en une fonction de densité. Alors l'idéal, ça serait d'essayer de trouver une fonction de densité qui approche parfaitement bien cette cloche ici. Alors ce problème, il a été rencontré au XVIIe siècle par deux mathématiciens de l'époque, Jacques Bernoulli et Abraham de Moivre, qui ont eu exactement ce même souci. Comment trouver une fonction qui épouse parfaitement cet histogramme? Alors, ils ont fait la même observation que ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire que, première observation, c'est que si n varie, ou si p varie, eh bien, la cloche bouge. D'accord? Donc, la première question qu'ils se sont posées, c'est comment faire en sorte que la cloche ne bouge plus? Comment la fixer? Eh bien, on l'a vu, en fait, cette cloche, elle a quand même une particularité, c'est qu'elle est symétrique par rapport à la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est quoi? C'est l'espérance. Et l'espérance ici, dans le cas d'un schéma de Bernoulli, c'est n fois p. D'accord? Alors, leur astuce, c'est qu'ils se sont dit, on va considérer cette variable aléatoire qui est représentée, moins l'espérance. Ce qui fait que graphiquement, ça translate tout de l'espérance, c'est-à-dire ici, alors je vais revenir sur mon cas où l'espérance était facile à calculer, c'est-à-dire où elle valait 50.
ils se sont dit, on va les représenter cette variable aléatoire qui est représentée, moins 50, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont translatées vers la gauche de 50. Okay, donc en fait, ce grand bâton ici, il est translaté par là. Tout ce qui était avant, ça va être translaté à gauche de l'axe des ordonnées, puis tout ce qui était après 50, ça va être translaté après. Voilà ce qu'on obtient. Hop. Donc là ici, je me remets dans les conditions précédentes. Je me remets avec un n qui vaut 200 et p qui vaut 25. Voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient finalement toujours le même histogramme, hein, toujours. C'est toujours le même, à la seule différence que, boum, on l'a décalé, on l'a centré en l'axe des ordonnées. Regardez, hop, là, il est bien centré en l'axe des ordonnées. Alors, j'ai pas la même échelle, alors il faudrait peut-être que je mette à peu près la même échelle. Hop, il y a bien un décalage, d'accord? Et alors là, c'est hyper astucieux, mais regardez, maintenant, si je fais varier n, eh bien, certes, ma cloche s'aplatit plus ou moins. Si je fais varier P, ma cloche s'aplatit plus ou moins. Mais par contre, on a réussi à fixer la cloche autour de l'axe des ordonnées. Donc là, on dit qu'on a centré notre variable. On a pris notre variable x et on a enlevé, on a fait moins l'espérance de x. Bon. Et alors là, le seul problème, c'est que on aimerait, rappelez-vous, notre souci, ça serait de trouver, enfin notre objectif, c'est de trouver une fonction qui épouse parfaitement cet histogramme ici, le haut de l'histogramme. Bon, alors, on a réussi à fixer notre histogramme en l'axe des ordonnées. Maintenant, si on fait varier n, ben on se rend compte que plus n grandit, plus notre cloche s'aplatit, d'accord ? Plus n devient petit, plus notre cloche devient grande. Plus la probabilité varie, eh bien, enfin, lorsque la probabilité varie, je m'aperçois que ma cloche, elle bouge aussi. Bref, c'est encore un petit peu embêtant tout ça, parce qu'on aimerait finalement réussir à trouver une autre représentation où la cloche ne bouge plus selon les valeurs de n et de p. Eh bien, en fait, là, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ça s'élargit en fonction des valeurs de n et p. On dit que les mathématiciens de l'époque, ils ont eu pour l'idée, donc on dit qu'ils ont centré, et ils ont eu pour idée de réduire la variable aléatoire qui était représentée ici. C'est-à-dire que la variable aléatoire qui est représentée ici, c'est x moins l'espérance de x. Et ils ont normalisé le tout en divisant cette variable aléatoire par son écart type. Alors, dans le cas d'une loi binomiale, c'est quoi l'écart type? C'est la racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Bon, voilà. Donc, ils ont divisé x moins espérance de x par l'écart type, et regardez ce qu'on obtient. On obtient toujours un histogramme. Je reprends, je me remets toujours dans les conditions de n égale 200, n égale 200 et p égale 0,25. Voilà. Donc on a toujours à peu près le même histogramme, on a toujours un histogramme qui est centré. Mais alors regardez la particularité de cet histogramme, l'histogramme qui représente la variable aléatoire x moins son espérance sur l'écart type. Regardez la particularité, je fais varier n. Et bien là, j'ai beau faire varier n, ma cloche ne bouge plus, elle ne s'étale plus, elle ne grandit plus. Bref, on a réussi à normaliser l'histogramme. Et alors, je fais varier P, et bien P, c'est la même chose. Je fais varier P, et bien rien ne change. Et alors là, c'est merveilleux, ce qu'ils ont réussi à faire. On dit, si je résume un petit peu les étapes, ils sont partis d'un histogramme qui bougeait, en fait.
Ils ont réussi à le centrer en représentant la variable aléatoire x qui est représentée ici, moins son espérance. Ça l'a centré en l'axe des ordonnées. Donc là, on avait une cloche du coup qui bougeait, mais autour de l'axe des ordonnées. On avait toujours le problème de l'étalement. Eh bien, ils l'ont normalisé, ils l'ont réduit en divisant par l'écart type de notre variable aléatoire. Et voilà ce qu'ils ont obtenu. Et alors là, c'était gagné parce que, enfin, c'était gagné. Il restait encore un peu de travail, mais le travail à faire était nettement plus simple. Parce que, vous voyez, finalement, peu importe les valeurs de n et p, je suis en train de maintenant de chercher une fonction dont la courbe représentative va avoir exactement cette allure-là, peu importe les valeurs n et p que je prends. D'accord? Et alors, ils ont cherché, bien évidemment. Moi, je vais vous donner la réponse. Regardez, on va représenter la fonction, cette fonction suivante. Alors, je vous donnerai l'expression juste après, mais voici la fonction qu'on va considérer. Cette fonction, c'est la fonction qui va s'écrire sous la forme suivante. Alors, attention, elle fait peur. En terminale ES, je vous la donne, mais en réalité, elle est hors programme. Mais c'est toujours intéressant de voir quelle est son expression. Cette fonction ici qui est représentée, c'est la fonction qui est donnée par f de x égale, alors 1 sur, alors attendez, parce qu'il faut que j'écrive en même temps, c'est égal à 1 sur racine carrée de 2pi sur racine carrée de 2pi fois l'exponentielle, alors fois exponentielle, il faut que je mette les crochets, fois exponentielle de moins x au carré sur 2. Alors, je suis en train de parler en même temps que j'écris, donc c'est pas évident. Mais voici la fonction, alors je pourrais le mettre en termes de fraction, moins x au carré sur 2. Voici la fonction qui est représentée. Tac. Cette fonction, ici, dont vous voyez la courbe ici en rouge, c'est la fonction d'expression 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x au carré sur 2. Et il se trouve que cette fonction, c'est une fonction de densité, c'est-à-dire c'est une fonction qui est continue, qui est positive, et qui en plus, si vous calculez l'aire sous la courbe de cette fonction, cette aire, elle fait 1. Et alors regardez ce qui se passe. On peut faire varier les valeurs de n comme on veut, on peut faire varier les valeurs de p comme on veut, peu importe les valeurs de n et p, cet histogramme, on a réussi à l'approcher par une courbe qui épousait le haut de l'histogramme, d'accord? Cette courbe, c'est la représentation graphique d'une fonction de densité, d'accord? Et donc, la variable x qui va avoir la chance d'avoir cette fonction de densité, on dira que la variable aléatoire x suit une loi normale centrée réduite. Donc je le note ici, je vous le note, puis ensuite on notera tout ça dans le cours. On dit que x, la variable aléatoire qui aura cette fonction de densité, x suit une loi normale centrée réduite. Et alors, bien souvent, la loi normale, comment on l'écrira? Eh bien, on l'écrira grand N pour loi normale. Et entre parenthèses, on mettra 0 parce que, en fait, 0, rappelez-vous, le centre de la cloche, c'était quoi initialement? C'était la valeur moyenne, c'était l'espérance. Eh bien, en fait, cette loi normale qui est représentée ici, elle a toujours cette espérance qui est cette valeur centrale. Ici, son espérance, c'est 0, et c'est justement le premier paramètre qu'on donnera dans une loi normale. Et d'écart type 1, donc on écrira, je reviendrai là-dessus dans le cours, mais lorsque x est une loi normale centrée réduite, on écrira que x suit la loi normale, donc on écrira n,
et entre parenthèses, on mettra deux paramètres. 0, ça correspondra à son espérance, et 1 à son écart type. On verra un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Voilà. Donc on écrira ça, la loi normale centrée réduite. Et un petit peu plus tard dans le cours, eh bien, on généralisera à la loi normale non centrée, non réduite, en disant tout simplement qu'une variable aléatoire suit une loi normale quelconque, finalement. Si justement la variable aléatoire x moins son espérance divisée par sigma, autrement dit, si une fois qu'on a centré et réduit, eh bien, si cette variable aléatoire, cette nouvelle variable aléatoire, x moins espérance de x sur son écart type, suit une loi normale centrée réduite. Donc vous allez voir, en fait, on a introduit la loi normale centrée réduite et très rapidement dans le cours, on généralisera à une loi normale quelconque. Voilà, j'ai terminé avec la présentation et on va pouvoir maintenant noter tout dans le cours.